20 ans à conduire une Mercedes qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 3 vies entières. 20 ans assis sur le siège avant, séparé par un demi-mètre de cuir italien et un abîme social qu'aucune conversation ne franchirait jamais. 20 ans à être invisible. Je m'appelle Marcos Henrique da Silva. J'ai 47 ans, des cheveux gris apparus trop tôt, des mains calleuses qui tremblent encore quand je tiens le volant les jours de grand froid. Je viens d'une cité. J'ai grandi en regardant ma mère nettoyer les maisons des riches. J'ai compris très tôt que les gens comme nous n'avons pas d'importance. Ils ont une fonction. Pendant 2 décennies, ma fonction a été simple. Conduire le docteur Eduardo Carvalho Neto partout où il avait besoin d'aller et disparaître quand je n'étais plus nécessaire. Les gens regardent un chauffeur privé et voient un uniforme. Ils ne voient pas l'homme à l'intérieur. Je m'y suis habitué. D'ailleurs, j'ai été embauché exactement pour ça. Je me souviens du jour de l'entretien comme si c'était hier. C'était en 2005, j'avais 27 ans, et j'avais désespérément besoin d'un emploi stable. Mon fils venait de naître, ma femme était à la maison avec une fièvre puerpérale. Les factures s'accumulaient comme des rappels cruels que je n'étais pas assez homme pour subvenir aux besoins de ma famille. Quand j'ai vu l'annonce demandant un chauffeur privé pour un entrepreneur du secteur industriel, j'ai cru que c'était une blague. Les gens comme moi ne travaillons pas pour des gens comme eux. Mais j'y suis allé. Je suis arrivé au manoir en bordure de la ville à 6 heures du matin, portant le seul costume que j'avais, acheté d'occasion. Le portail était si haut que j'ai dû incliner la tête pour en voir le sommet. La maison ressemblait à une forteresse de verre et d'acier, brillant sous le soleil levant comme si elle était construite en argent pur. Le docteur Eduardo m'a reçu dans son bureau, une pièce plus grande que ma maison entière, avec des étagères remplies de livres que je savais que je ne lirais jamais. Il était grand, maigre même à l'époque, avec des yeux gris qui semblaient traverser la peau et lire vos pensées les plus secrètes. Il portait un costume sombre, une alliance en or à la main gauche, et parlait avec l'économie de mots de quelqu'un habitué à être obéi sans avoir besoin de crier. « J'ai besoin de quelqu'un d'invisible », a-t-il dit, sans détour. Pas de poignée de main, pas de politesse. Mon dernier chauffeur pensait que connaître mon emploi du temps lui donnait le droit d'avoir une opinion sur ma vie. Il pensait aussi pouvoir détourner de l'argent de l'entretien du véhicule. « Vous semblez être un homme qui sait se taire, c'est le cas ?» J'ai dégluti avec peine. « Oui, monsieur. Vous m'emmènerez là où je l'ordonne. Vous attendrez le temps nécessaire. Vous entendrez des conversations qui ne vous regardent pas et les oublierez immédiatement. Vous serez témoin de réunions, d'appels téléphoniques, de rencontres, et vous ferez semblant de n'avoir rien vu. Vous pouvez faire ça ? » « Je le peux, monsieur. » Il m'a étudié pendant une longue minute, ses yeux gris pesant mon âme, comme on évalue une marchandise. Puis, il a hoché la tête. « Commencez lundi, 6 heures du matin. Ne soyez jamais en retard. » Et c'est ainsi qu'ont commencé les 20 années les plus étranges de ma vie. Au début, j'étais vraiment invisible. Le docteur Eduardo montait dans la voiture, donnait l'adresse, et c'est tout. Silence. Il travaillait sur sa tablette, répondait à des appels en anglais que je ne comprenais pas, écrivait des emails furieux que je voyais reflétés dans le rétroviseur. Je conduisais. C'était notre accord tacite. Il existait sur la banquette arrière, j'existais sur le siège avant, et les deux ne se rencontraient jamais. Les 5 premières années, il ne connaissait pas mon nom complet. Il m'appelait chauffeur quand il avait besoin de quelque chose. « Chauffeur, arrêtez-vous ici. Chauffeur, venez me chercher à 8 heures. Chauffeur, aujourd'hui nous allons au bureau. » Je répondais « Oui, monsieur », et j'obéissais. Aussi simple que ça. Mais la Mercedes classe S noire est devenue une sorte de confessionnal sans prêtre. Parce que le docteur Eduardo parlait, pas avec moi bien sûr. Avec moi, il n'a jamais parlé, pas vraiment. Mais il parlait au téléphone, il parlait tout seul, il parlait en pensant que je faisais partie du tableau de bord, un accessoire fourni avec le moteur V8 et les sièges en cuir. J'ai entendu quand il a pleuré pour la première fois, le son étouffé de quelqu'un qui a appris que les larmes sont une faiblesse. J'étais là quand ses enfants appelaient pour demander de l'argent et raccrochaient sans dire « je t'aime ». J'étais là quand les associés tramèrent des coups bas et quand les dates commémoratives passaient inaperçues. La Mercedes classe S noire est devenue une sorte de confessionnal sans prêtre. Le docteur Eduardo a gagné toutes ses batailles juridiques, mais a perdu toute foi qu'il avait encore en la confiance envers quelqu'un. Et pendant tout ce temps, j'ai conduit. J'ai gardé la bouche fermée, les yeux sur la route, et le cœur de plus en plus lourd du poids des secrets que je portais. Parce que je voyais ce que personne d'autre ne voyait.
Un homme immensément riche et profondément seul. C'est la 15e année que quelque chose a changé. Nous étions coincés dans les embouteillages de l'avenue Paulista, tard le soir, après une réunion qui s'était prolongée jusqu'à 10 heures. Le docteur Eduardo était sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre les gens sur les trottoirs, quand soudain il a demandé « Vous avez des enfants, chauffeur ?» J'ai failli avoir un accident de surprise. En 15 ans, c'était la première question personnelle qu'il me posait. « Oui, monsieur. Un fils, 14 ans. Il étudie ? » « Oui, monsieur. Boursier dans une école technique. Il veut être ingénieur. » Silence. Puis, si bas que je l'ai à peine entendu. « Vous avez de la chance. » J'ai cru que ce serait tout. Mais non. Après ce jour-là, il a commencé à me poser de petites questions. Comment était le trafic ? Si je pensais qu'il allait pleuvoir. Rien de profond. Rien qui ne franchisse la barrière de classe entre nous. Mais c'étaient des paroles. La reconnaissance que j'existais. La 18e année, après une journée particulièrement difficile où Gustavo avait débarqué ivre au bureau pour exiger de l'argent, le docteur Eduardo est monté dans la voiture et a dit « Vous ne m'avez jamais rien demandé. Pourquoi ?» La question m'a pris au dépourvu. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Ce n'est pas ma place, monsieur. Mais vous entendez tout. Vous savez combien d'argent j'ai. Vous connaissez mes problèmes. Vous auriez pu me faire chanter 1000 fois. J'aurais pu, ai-je admis. Mais vous me payez un salaire juste. Vous me traitez avec respect, à votre façon. Je n'ai pas besoin de plus que ça. » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru avoir dit quelque chose de travers. Mais quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu qu'il m'observait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ça ressemblait presque à de la curiosité, peut-être même du respect. Vous êtes un homme bon, chauffeur. Une pause. Un bon chauffeur, je veux dire. Mais nous savions tous les deux ce qu'il avait dit en premier. Et puis est arrivé hier, le 3 mars 2025, le jour où tout a basculé. Il était 11 heures du soir quand mon portable a sonné. Le numéro du docteur Eduardo. Étrange, car il n'appelait jamais en dehors des heures de travail. Il envoyait toujours un message WhatsApp pour m'informer des rendez-vous du lendemain. Chauffeur. Sa voix était différente, faible, haletante. J'ai besoin. Hôpital. Maintenant. J'arrive tout de suite, monsieur. Je suis parti de chez moi en 15 minutes. J'ai conduit pendant 45 minutes jusqu'au jardin, le cœur battant la chamade. Quand je suis arrivé au manoir, le portail était ouvert. Il ne laissait jamais le portail ouvert. J'ai trouvé le docteur Eduardo assis dans le salon, recroquevillé sur lui-même, une main pressée contre sa poitrine. Il avait encore maigri ces derniers mois, son costume flottant sur ses épaules osseuses. Ses yeux gris, qui avaient toujours été si perçants, ressemblèrent maintenant à du verre dépoli. L'alliance en or brillait toujours à son doigt, fidèle aux morts même quand les vivants l'avaient abandonné. « À l'hôpital, vite !» a-t-il chuchoté alors que je l'aidais à monter dans la voiture. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, mais assez prudemment pour ne pas le secouer. Il était allongé sur la banquette arrière, respirant avec difficulté. Dans le rétroviseur, je voyais sa poitrine se soulever et retomber de façon irrégulière. « Monsieur », ai-je dit, brisant 20 ans de silence obéissant. « Tenez bon, on y est presque. » À ma grande surprise, il a ri. C'était un rire faible, douloureux, mais c'était bel et bien un rire. 20 ans, chauffeur, 20 ans que vous me conduisez partout. Réunion d'affaires, aéroport, hôpital quand elle. Sa voix s'est cassée. Ne parlez pas, monsieur, gardez vos forces. Non, le mot est sorti ferme, avec une lueur de son ancienne autorité. Je dois parler, pendant que je le peux encore. Nous étions à 3 pâtés de maison de l'hôpital quand je l'ai entendu bouger. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu qu'il s'était partiellement redressé, s'appuyant sur son coude, ses yeux gris fixés sur moi pour la première fois en 20 ans, pour de vrai, sans faux semblants, sans barrières sociales entre nous. Marcos, mon nom, il a prononcé mon nom. Marcos Henrique da Silva, a-t-il continué, chaque mot étant un effort. Vous devez. Quand ils demanderont, dites-leur. Leur dire quoi, monsieur? On arrive, tenez encore un peu. J'ai garé la voiture devant les urgences. Médecins et infirmiers arrivaient déjà avec un brancard. Quelqu'un avait dû prévenir. Mais avant que je puisse ouvrir la porte, j'ai senti sa main serrer mon épaule. Une main faible, tremblante, mais insistante. Je me suis retourné. Nos regards se sont croisés. Dites-leur que vous étiez plus qu'un chauffeur.
puis sa main est retombée. Les yeux se sont fermés. Et le docteur Eduardo Carvalho Neto, 72 ans, propriétaire d'un empire sidérurgique valorisé à des centaines de millions, s'est effondré inconscient sur le siège en cuir, tandis que l'équipe médicale se précipitait dans la voiture, me bousculant sur le côté, criant des termes techniques que je ne comprenais pas. Je suis resté planté là sur le trottoir, à les regarder l'emmener sur un brancard, brancher des appareils, courir vers l'intérieur de l'hôpital comme s'il faisait la course contre le temps lui-même. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ces derniers mots. Plus qu'un chauffeur. Qu'est-ce que ça voulait dire, bon sang? Pendant 20 ans, j'ai été exactement un chauffeur. Rien de plus. C'était la règle, sa règle. La règle que j'avais acceptée dans cet immense bureau quand j'avais 27 ans et que j'étais trop désespéré pour remettre quoi que ce soit en question. Mais maintenant, debout là, au milieu de la nuit, regardant les portes automatiques de l'hôpital se refermer entre moi et l'homme que j'avais servi pendant 2 décennies, j'ai senti quelque chose d'étrange grandir dans ma poitrine. La peur. Pas de le perdre, bien que cette perspective me fît plus mal que je ne voulais l'admettre. Mais la peur de ce qui viendrait après. La peur de la signification derrière ces mots. La peur que, pour la première fois en 20 ans, je sois sur le point de devenir visible. Et la visibilité, je l'avais appris il y a longtemps, était dangereuse pour les gens comme moi. J'ai retiré ma casquette de chauffeur, passé la main dans mes cheveux gris et commencé à marcher vers l'entrée de l'hôpital. Je ne savais pas s'il me laisserait entrer. Je ne savais pas si j'avais le droit d'être là. Je ne savais rien. Mais ces derniers mots résonnèrent dans mon esprit comme une énigme que je devais résoudre. Dites-leur que vous étiez plus qu'un chauffeur. Pendant 20 ans, j'ai été invisible. Un fantôme en costume élimé assis sur le siège avant. Témoin silencieux d'une vie qui n'a jamais été la mienne. Maintenant, en marchant vers ces portes vitrées, je me demandais si le docteur Eduardo avait vu quelque chose en moi que je n'avais moi-même jamais réussi à voir. Ou si ce n'était que les paroles confuses d'un homme à l'article de la mort, sans autre signification que le délire de la douleur. Je ne savais qu'une chose avec certitude. Ma vie d'invisibilité était terminée. Et ce qui allait suivre était quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Les portes vitrées de l'hôpital s'ouvrirent avec un murmure mécanique, et l'air conditionné m'enveloppa comme un rideau glacial. J'hésitais à l'entrée. Non pas parce que je ne connaissais pas les lieux. Je connaissais chaque couloir de cet établissement par cœur. J'avais attendu ici pendant l'intervention de la femme du docteur Eduardo, il y a plus de 10 ans. J'étais resté assis sur ces mêmes chaises, en simili-cuir quand il avait passé sa dernière batterie d'examen, 6 mois auparavant. Mais maintenant, sans le docteur Eduardo à mes côtés pour me donner des instructions, sans tâche précise, je ne savais pas quelle était ma place. C'était étrange. 20 ans à conduire. 20 ans à suivre les ordres. Et là, pour la première fois, j'étais seul dans ce monde de marbre poli et de gens bien habillés, sans personne pour me dire où je devais être. Je me dirigeais vers l'accueil, le bruit de mes chaussures usées résonnant sur le sol brillant. La réceptionniste, une jeune femme au maquillage impeccable, leva les yeux une seconde avant de retourner à son écran. « Je peux faire quelque chose pour vous ?» Elle ne me regarda pas en posant la question. « Je cherche des informations sur le docteur Eduardo Carvalho Neto. Il a été admis il y a quelques heures. Lien de parenté ?» Le mot me prit au dépourvu. Lien de parenté. 20 ans et je ne m'étais jamais arrêté pour réfléchir à comment décrire ma relation avec lui. Je suis son chauffeur. Elle me regarda enfin, et ses yeux firent ce scan rapide que je connaissais trop bien. Vêtements usés, mains calleuses, la posture de quelqu'un habitué à rester debout. La famille est à la salle d'attente des soins intensifs. 3e étage. Elle retournait déjà à son écran avant même de terminer sa phrase. Je pris l'ascenseur, coincé entre un médecin en blouse blanche et une femme avec un bouquet de fleurs hors de prix. Personne ne me regarda. Je faisais partie du décor. Invisible. 3e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir silencieux, avec cet éclairage tamisé que les hôpitaux utilisent pour faire semblant que la mort ne rôde pas toujours dans les coins. Au fond, un panneau indiquait « Soins intensifs, salle d'attente ». Je l'aperçus avant qu'elle ne me voie. Béatrice Carvalho était assise dans un fauteuil gris, les jambes croisées avec cette élégance innée que seule la richesse ancestrale peut produire. Elle portait une robe noire de designer, le type de vêtement qui coûte plus que ce que je gagnais en 3 mois. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon impeccable, et ses doigts, ornés de bagues en diamant, tenaient un téléphone haut de gamme. À côté d'elle, Gustavo Carvalho était appuyé contre le mur,
vêtu d'un costume ajusté avec précision. Il jouait avec sa montre de luxe au poignet. Ce tic nerveux que j'avais remarqué des dizaines de fois dans le rétroviseur quand il venait quémander de l'argent à son père. Aucun des deux ne pleurait. Je pris une profonde inspiration et m'approchai, ma casquette de chauffeur toujours entre les mains. Je ne savais pas quoi dire. Mes condoléances? Demander des nouvelles de l'état du docteur Eduardo? Offrir mon aide. Béatrice leva les yeux la première. Et dans ce regard, je vis tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place ici. Qu'est-ce que vous faites là? Ce n'était pas une question, c'était une accusation. J'ai amené le docteur Eduardo. Je voulais savoir comment il allait. Gustavo ria. Ce fut un son bref, sans humour. Il se meurt, Marcos. Voilà comment il va. Il cracha mon nom comme s'il était une insulte. Et tu peux oublier de rester ici à faire semblant de t'en soucier. Ton boulot est terminé. Tu peux aller. Je serrai ma casquette entre mes doigts. Les paroles du docteur Eduardo résonnaient encore dans mon esprit. Plus qu'un chauffeur. Mais en regardant ses enfants, je me sentais exactement comme j'avais toujours été. Moins que rien. Invisible. Jetable. Je voulais juste... Vous pouvez attendre dans le parking, là où est votre place. La voix de Béatrice était tranchante comme du verre. Si on a besoin que vous transportiez quelque chose, on vous appellera. L'infirmière qui passait dans le couloir nous regarda, les yeux remplis de cette pitié silencieuse que les gens ressentent lorsqu'ils sont témoins de l'humiliation d'autrui. Mais elle ne dit rien. Elle continua simplement son chemin. J'aurais dû partir. J'aurais dû faire demi-tour, redescendre par l'ascenseur, retourner à mon appartement à Capamorredondo et attendre que quelqu'un m'appelle pour me dire si le docteur Eduardo avait survécu ou non. Mais ces paroles ne me quittaient pas. Dis-leur que tu as été plus qu'un chauffeur. Avant que je ne puisse répondre, l'ascenseur s'ouvrit à nouveau, et un homme en costume gris anthracite en sortit, une serviette en cuir noir sous le bras. Il devait avoir une 60aine d'années, les cheveux gris peignés en arrière, des lunettes à monture fine qui reflétaient de la lumière fluorescente. Dr Enrique Almeida, l'avocat du docteur Eduardo. Je l'avais conduit des dizaines de fois à des réunions d'affaires, des déjeuners, des signatures de contrats. Il s'asseyait toujours à l'arrière et travaillait en silence, ne lâchant qu'un poli. « Merci, Marcos », en sortant de la voiture. Béatrice se leva immédiatement, le téléphone disparaissant dans son sac Louis Vuitton. « Docteur Enrique, quel soulagement que vous soyez venu. Nous devons parler des prochaines étapes, au cas où... » Elle ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair, au cas où mon père mourrait. L'avocat hocha la tête, mais ses yeux parcoururent le couloir et se posèrent sur moi. Il y avait quelque chose dans son regard, de la reconnaissance, et plus que ça, de l'intérêt. Marcos. Il prononça mon nom avec un poids qui me fit déglutir difficilement. Depuis combien de temps travaillez-vous pour le docteur Eduardo? La question me prit au dépourvu. Gustavo et Béatrice semblèrent également confus. 20 ans, monsieur. Le docteur Enrique hocha la tête lentement, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il savait déjà. 20 ans. Il répéta, presque pour lui-même. C'est long, pour rester aux côtés de quelqu'un, pour voir qui il est vraiment. Gustavo fit un pas en avant, la voix tendue. Docteur Enrique, sauf votre respect, nous n'avons pas besoin de discuter d'affaires de famille devant le chauffeur. Il partait déjà. Mais l'avocat ne détacha pas son regard de moi. Vous étiez avec lui aujourd'hui, quand il a été hospitalisé? Oui, monsieur, c'est moi qui l'ai amené. Et il a dit quelque chose, dans les derniers instants avant de perdre conscience? Mon cœur s'emballa. Les mots du docteur Eduardo brûlaient dans ma mémoire. Mais quelque chose dans la façon dont Béatrice et Gustavo me regardaient, avec ce mélange de dédain et de méfiance, me fit hésiter. Il était confus, monsieur. Il souffrait. Le docteur Enrique serra le dossier plus fort, les yeux toujours fixés sur moi. Il y avait quelque chose là. Une intensité qui ne cadrait pas avec une conversation banale. Confus. Il répéta. Intéressant. Parce que ces dernières semaines, le docteur Eduardo était plus lucide que jamais. Surtout quand il a mis à jour son testament. Le silence qui s'abattit sur le couloir fut lourd comme du plomb. Béatrice fut la première à réagir. Mise à jour? Quand? Pourquoi n'avons-nous pas été informés? L'avocat détourna enfin son regard de moi pour se tourner vers elle, et son expression redevint ce masque professionnel et impénétrable.
Le docteur Eduardo a le droit de modifier son testament sans consulter personne, Béatrice. Vous le savez. Mais vous pouvez au moins nous dire de quoi il s'agit? Gustavo avait ce ton urgent de celui qui tente de dissimuler sa panique. Je ne peux pas avant le moment opportun. Le docteur Henrik ajusta ses lunettes. Mais je peux dire que les dispositions sont peu conventionnelles. Peu conventionnelles. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Je vis la façon dont Béatrice et Gustavo s'échangèrent un regard. Je vis la tension dans les épaules de Gustavo, la mâchoire serrée de Béatrice. Quoi que le docteur Eduardo ait fait, il ne s'y attendait pas. Et d'une certaine manière, à la façon dont l'avocat m'avait regardé, au poids qu'il avait mis dans sa question sur la durée de mon service auprès du docteur Eduardo, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Est-ce que j'étais sur ce testament? L'idée était ridicule, absurde. J'étais un chauffeur, un employé. 20 ans de service vaudraient peut-être une indemnité décente, peut-être une prime de départ, mais rien qui justifie le regard que le docteur Henrique m'avait lancé. Rien qui justifie les mots du docteur Eduardo dans la voiture. Plus qu'un chauffeur. Une infirmière sortit des doubles portes des soins intensifs, l'expression grave. Tout le monde se tourna. Famille Carvalho? Béatrice et Gustavo s'avancèrent immédiatement. L'infirmière me regarda aussi, incertaine. Je suis le chauffeur, expliquai-je en reculant d'un pas. Il est stable pour le moment, dit l'infirmière en s'adressant à Béatrice et Gustavo. Mais son état est délicat. Seule la famille proche peut entrer, un à la fois, pour 10 minutes maximum. Béatrice se dirigeait déjà vers les portes. J'y vais en premier. Gustavo ne protesta pas. Il retourna vers le mur, sortant son portable de sa poche, ses doigts volant sur l'écran. Il appelait probablement déjà des avocats, des comptables, se préparant pour la suite. Le docteur Henrik s'approcha de moi, la voix basse. « Marcos, vous devriez rester dans les parages, pour l'instant. » Mais ils ont dit que... Je sais ce qu'ils ont dit. Il y avait quelque chose de doux dans son ton, mais aussi de ferme. Mais faites-moi confiance, le docteur Eduardo a laissé. Des instructions, et vous en faites partie. Des instructions. Mon cœur battit plus vite. Qu'est-ce que cela signifie? Le docteur Henrik referma son dossier d'un clic sec, le son résonnant dans le couloir comme un coup de marteau. Cela signifie que votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Et sur ce, il se tourna et marcha vers l'ascenseur, me laissant là, seul dans le couloir, avec Gustavo tapant furieusement sur son portable à quelques mètres de là. Je m'assis sur l'une des chaises de la salle d'attente, ma casquette toujours entre les mains. 2 infirmières passèrent, discutant à voix basse. « La famille ne se montre que quand il est mourant », murmura l'une d'elles. 20 ans à bâtir cet empire, et les enfants ne pensent qu'à l'héritage. L'autre soupira. « C'est toujours comme ça. L'argent fait oublier aux gens ce qui compte. » Elles disparurent par une porte latérale, mais les mots restèrent. 20 ans. J'avais passé 20 ans aux côtés du docteur Eduardo. Je l'avais vu pleurer sur la banquette arrière quand sa femme est morte. Je l'avais entendu crier au téléphone quand il a découvert que Gustavo avait détourné de l'argent de l'entreprise. J'avais été là, en silence, quand Béatrice avait annulé son déjeuner d'anniversaire pour la 3e fois de suite parce qu'elle avait un défilé de mode à Milan. Et pendant tout ce temps, il n'avait jamais rien demandé d'autre que mon silence et ma présence. Jusqu'à aujourd'hui. Dis-leur que tu as été plus qu'un chauffeur. Le testament a été mis à jour. Disposition peu conventionnelle. Vous faites partie des instructions. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à recoller les morceaux. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose que le docteur Eduardo avait fait dans les derniers jours de sa vie. Quelque chose que même ses enfants ignoraient. Et d'une certaine manière, impossible et terrifiante, cette chose avait à voir avec moi. Je fermai les yeux et pris une grande inspiration, l'odeur de désinfectant et de peur remplissant mes poumons. Dehors, à travers les fenêtres de la salle d'attente, São Paulo brillait dans la nuit. Les lumières des immeubles des jardins scintillaient comme des étoiles tombées. Chaque fenêtre éclairée, cachant des vies que je ne connaîtrais jamais. Des mondes auxquels je n'appartiendrai jamais. J'étais Marcos Henrique da Silva. 47 ans. Chauffeur. Invisible. Mais le docteur Eduardo avait vu quelque chose en moi. Quelque chose que ses propres enfants n'avaient pas. Et quoi que ce fût, c'était écrit dans un testament que personne d'autre que l'avocat n'avait vu.
J'ouvris les yeux et regardai le couloir vide vers les portes des soins intensifs où le docteur Eduardo luttait entre la vie et la mort. Et pour la première fois en 20 ans, je me suis demandé « Et s'il m'avait vraiment vu ?» Et si, d'une certaine manière, durant ces longues années de silence, il avait décelé quelque chose dont j'ignorais moi-même l'existence. La porte des soins intensifs s'ouvrit. Béatrice sortit, les yeux secs, le visage figé dans un masque de contrôle parfait. Elle passa devant moi sans un regard, prit son sac et se dirigea droit vers l'ascenseur. Gustavo entra à sa suite, et je restai là, assis, seul dans la salle d'attente, ma casquette entre les mains et une boule au ventre. À attendre. Comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, je ne savais pas ce que j'attendais. Les heures s'étiraient. L'horloge au mur semblait se moquer de mon attente. Je ne savais pas pourquoi j'étais encore là. Peut-être par habitude. Peut-être par peur de partir et de découvrir que sans lui, je cesserais d'exister. J'étais l'auditeur silencieux de la vie d'un homme qui ne pouvait faire confiance à personne d'autre. Et peut-être ai-je été la seule personne à l'avoir vraiment vu, moi aussi. Pas comme le milliardaire, pas comme le docteur Eduardo Carvalho Neto, le magnat de l'acier, mais comme un homme, seul, fatigué, humain. La porte des soins intensifs s'ouvrit soudainement, m'arrachant à mes pensées. Une infirmière sortit précipitamment, puis une autre. Et puis j'entendis la voix de Béatrice, forte, furieuse. « Vous ne pouvez pas être sérieux, il délire !» Le médecin répondit quelque chose que je ne pus entendre. Et puis la voix du docteur Eduardo, faible, mais ferme. « Marcos, je veux parler à Marcos. » Je me levai de ma chaise. Tout mon corps était tendu. Béatrice apparut à la porte, le visage rouge de colère. « Tu n'entreras pas, c'est hors de question. » Mais le médecin l'interrompit. « Je suis désolé, madame, mais le patient a été très clair. Il veut parler uniquement à monsieur Marcos. » Gustavo s'approcha, tentant de me barrer la route. Il est confus, il ne sait pas ce qu'il dit, mais le médecin secoua la tête. Il est lucide, et c'est son droit de choisir qui il veut à ses côtés. Béatrice me regarda avec une haine que je n'avais jamais vue auparavant. « Si tu entres dans cette pièce, tu vas le regretter. » Je la regardais. Puis Gustavo, les deux enfants d'un homme mourant qui préférait se battre plutôt que d'être à ses côtés. Puis je regardais le médecin. « Il m'appelle » ? Oui. Je pris une profonde inspiration, et j'entrai, car après 20 ans, pour la première fois, le docteur Eduardo ne me demandait pas de conduire. Il me demandait de rester, et j'allais rester, jusqu'à la fin. La porte des soins intensifs s'ouvrit dans un chuchotement d'air pressurisé, et je pénétrai dans un autre monde. Un monde de machines qui respiraient pour des personnes qui ne pouvaient plus le faire elles-mêmes. Un monde de lumière froide et de bips incessants qui marquaient chaque battement de cœur. Un monde où la mort attendait patiemment à chaque coin. Le docteur Eduardo était au centre de cet univers de tubes et de moniteurs. Si petit, si fragile, si différent de l'homme que je connaissais. 20 ans. Pendant 20 ans, je ne l'avais vu que dans le rétroviseur, toujours imposant sur la banquette arrière de la Mercedes, toujours droit, toujours aux commandes. Maintenant, il était enfoncé dans un lit d'hôpital, relié à des machines qui maintenaient son corps en marche alors que ses forces l'abandonnaient. Le masque à oxygène couvrait la moitié de son visage. Ses cheveux, toujours parfaitement peignés, étaient en désordre. Ses mains qui signaient des contrats de plusieurs millions, qui avaient bâti un empire, tremblaient légèrement sur le drap blanc. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent. Ses yeux gris perçants qui semblaient toujours voir à travers les masques sociaux des gens. Ils étaient maintenant troubles, luttant pour faire la mise au point, luttant pour me trouver. Et quand ils me trouvèrent, quelque chose changea en eux. « Monsieur », dis-je doucement en m'approchant du lit. « Je suis là. » Ses doigts bougèrent. Une infirmière ajusta quelque chose à la perfusion. Le moniteur cardiaque accéléra légèrement. « Laissez !» La voix du docteur Eduardo sortit étouffée par le masque, mais chargée d'une autorité que même la mort ne pouvait effacer. « Laissez-nous seuls. » Depuis le couloir, j'entendis la protestation immédiate de Gustavo. « Père, tu dois te reposer, cet homme ne devrait pas. »« Seul !» Le mot sortit avec tant de force que le moniteur s'emballa. L'infirmière parut inquiète. « S'il vous plaît, » dit le docteur Eduardo plus doucement en regardant l'équipe médicale. Quelques minutes, juste quelques minutes. Ils sortirent, tous. Béatrice passa devant moi avec un regard de pur venin. «
Gustavo marmonna quelque chose à propos de « poursuite s'il arrive quoi que ce soit ». L'avocat hésita à la porte, ses yeux allant d'Eduardo à moi, comme s'il était témoin de quelque chose d'important. Et puis nous fûmes seuls. Moi et l'homme qui avait défini les 20 dernières années de ma vie. Le silence était différent de celui de la voiture. Dans la Mercedes, c'était un silence de distance, de hiérarchie, de rôle bien défini. Ici, c'était un silence d'urgence, de non-dit qui devait être dit avant qu'il ne soit trop tard. « Marcos » prononça-t-il mon nom pour la deuxième fois en 20 ans. La première fois, c'était lors de l'entretien. « Asseyez-vous. » Je tirai la chaise, cette chaise en plastique d'hôpital qui avait vu tant de veillées, tant d'adieux. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi en faire. « Donnez-moi votre main. » Je me figeais. En 20 ans, le docteur Eduardo ne m'avait jamais touché. Pas même une poignée de main. Ni une tape sur l'épaule. Rien. J'étais le chauffeur. J'étais invisible. On ne touche pas les invisibles. Mais là, dans cette chambre d'hôpital remplie de machines qui luttaient contre la mort, sa main s'est tendue. Tremblante. Maigre. Avec cette peau translucide qui laissait apparaître les veines bleues en dessous. Et à l'annulaire, cette alliance en or qu'il n'avait jamais retirée depuis la mort de sa femme, 10 ans auparavant. La loyauté envers les morts, avant les vivants. J'ai toujours su cela. J'ai tendu ma main. Elle était épaisse, calleuse à force de tenir le volant, de tant d'années de travail. Quand nos doigts se sont touchés, j'ai senti un choc électrique parcourir tout mon corps. Il a serré. Faiblement, mais fermement. Comme s'il se retenait à moi pour ne pas tomber dans un abîme. « Merci », a-t-il chuchoté, « de rester. »« Monsieur, je... » « 20 ans », m'a-t-il interrompu. Ses yeux étaient fixés dans les miens maintenant, avec une intensité perçante. 20 ans que tu conduis ma voiture. 20 ans que tu entends tout. Mes appels, mes réunions, mes cris, mes larmes. Il fit une pause, cherchant son air. Tu as vu ma femme mourir, tu as vu mon fils me voler, tu as vu ma fille m'oublier. Le moniteur a accéléré à nouveau. Chaque mot coûtait. Chaque phrase était un effort contre ce corps qui lâchait. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous forcez pas. Non. Il serra ma main plus fort. Il ne me reste plus beaucoup de temps, et j'ai besoin que tu saches. Ses yeux brillaient, humides. Tu crois que tu as été invisible toutes ces années? Je n'ai rien dit. Parce que oui, je le pensais. Je le savais. Tu n'as pas été invisible pour moi, Marcos. Une larme coula du coin de son œil, se perdant dans le masque à oxygène. Tu as été la seule personne qui m'ait vu. Vraiment vu. Pas mon argent, pas mon entreprise, pas ce que je pouvais donner. Juste. Moi. Ma gorge se serra. 20 ans de mots non dits remontaient, voulant sortir. Mes enfants, continua-t-il, et il y avait une douleur profonde dans ces mots. Mes enfants aimaient mon argent. Chaque visite était une négociation. Chaque coup de fil était une demande. Chaque étreinte avait un prix. Il ferma brièvement les yeux. Mais toi, 20 ans, Marcos. 20 ans, et tu n'as jamais rien demandé. Pas une augmentation, pas une faveur, pas de reconnaissance. Monsieur, je ne faisais que mon travail. Non! Le mot sortit explosif, désespéré. Le moniteur déclencha des alarmes. Ce n'était pas juste un travail. Tu es resté quand ma femme est morte. Tu te souviens? Après l'enterrement, tout le monde est parti. Tout le monde. Béatrice avait un défilé à Milan. Gustavo avait une réunion importante. Mais toi... Sa voix se brisa. Tu es resté sur le parking du cimetière, 4 heures, juste à attendre, au cas où j'aurais besoin. Je m'en souvenais, bien sûr que je m'en souvenais. C'était un jour froid de juillet. J'étais resté assis dans la voiture, regardant la pluie tomber, sachant que le docteur Eduardo était là-dedans, seul avec son deuil. Je n'avais pas pensé à partir. Pas avant de savoir qu'il allait bien. Tu ne m'as jamais vu comme un portefeuille, dit-il. Et maintenant les larmes coulaient librement. Tu m'as vu comme un homme. Quelque chose se brisa en moi. 20 ans de silence. 20 ans à être invisible. 20 ans à croire que ma valeur ne résidait que dans le fait de bien conduire, d'arriver à l'heure, de ne pas poser de questions. Monsieur, ma voix sortit rauque, tremblante. Vous m'avez donné plus qu'un salaire. Vous m'avez donné un but. J'ai dégluti difficilement. Quand j'ai commencé à travailler pour vous, je n'étais... rien. Un chauffeur quelconque, jetable, invisible. Mais vous, j'ai dû m'arrêter,
car les mots coûtaient. Vous m'avez donné de la dignité. Vous ne l'avez peut-être pas dit. Vous ne l'avez peut-être pas montré. Mais je le savais. Je savais que mon travail comptait. Que ma loyauté comptait. Que je comptais. Les larmes brouillèrent ma vue. Je n'ai jamais été invisible pour Dieu, monsieur. Et maintenant je sais. Je n'ai jamais été invisible pour vous non plus. Eduardo serra ma main avec une force qui ne semblait pas possible pour quelqu'un d'aussi fragile. Ses yeux étaient rivés aux miens, brillant de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme s'il avait attendu 20 ans pour entendre ça. « C'est pour ça, dit-il, chaque mot lourd de sens. C'est pour ça que j'avais besoin que tu saches. Mes enfants vont bientôt découvrir. Le testament. Ils vont être furieux. Ils vont te haïr. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi. » Mon cœur s'accéléra. « Testament ? Moi ? Monsieur, je n'ai pas besoin d'eux. »« Tu n'as jamais eu besoin. » m'interrompit-il, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Tu n'as jamais voulu. Et c'est exactement pour ça que... » Il fit une pause, cherchant son air. Le moniteur commença à émettre un son différent, plus urgent. « C'est pour ça que je... » Son corps se raidit. La main qui tenait la mienne se serra soudainement comme un étau. « Monsieur !» La panique monta dans ma gorge. « Monsieur !» C'est pour ça que je... Ses yeux étaient écarquillés maintenant, luttant pour finir. Ayant besoin de finir. C'est pour ça que je t'ai donné. Le moniteur partit en alarme continue. Une ligne droite. Un son qui perçait les tympans. Non! Je me levai, tenant sa main dans mes deux mains. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Monsieur! Mais les yeux gris qui m'avaient toujours vu, qui avaient toujours vu à travers tout, étaient figés maintenant. Fixes. Vides. La porte explosa. Des infirmières, des médecins, des machines, des cris de chariot de réanimation et adrénaline et massage cardiaque. Des mains me tirèrent en arrière. Des mains m'arrachèrent à lui. Mais je ne pouvais pas lâcher. Je ne pouvais pas laisser partir cette main qui avait serré la mienne pour la première et la dernière fois. « Monsieur, s'il vous plaît, » implorai-je, même en sachant que c'était inutile. « Finissez! Finissez !» C'est pour ça que je... Quoi? Qu'est-ce qu'il m'avait donné? Qu'est-ce qu'il essayait de dire? Quelqu'un me poussa hors de la chambre. Le couloir tournait. Béatrice criait. Gustavo exigeait des réponses. L'avocat disait quelque chose sur les dernières volontés et un testament valide. Mais je ne pouvais entendre que ces mots incomplets résonnant dans ma tête. C'est pour ça que je t'ai donné. Un médecin est sorti de la chambre 20 minutes plus tard. Son visage disait tout. Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Béatrice s'est effondrée sur une chaise, en sanglots. Mais c'étaient des larmes de choc, pas de tristesse. Gustavo a frappé le mur, furieux. Furieux contre quoi? Contre la mort? Contre son père? Contre moi? C'est de ta faute. Gustavo s'est tourné brusquement vers moi, les yeux injectés de sang. Tu l'as épuisé, tu l'as tué. Gustavo, s'il vous plaît. Tenta d'intervenir l'avocat. Non! Ce chauffeur entre là-dedans et tout à coup mon père meurt? Quelle coïncidence bien pratique. Il s'est avancé vers moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Ma voix est sortie faible, sous le choc. Il voulait me parler. Parler de quoi? Béatrice était debout maintenant, les larmes tachant son maquillage hors de prix. Du testament? Tu l'as convaincu de changer quelque chose. Je ne savais même pas qu'il y avait un testament jusqu'à aujourd'hui. Menteur! Gustavo a craché le mot. Tu as passé 20 ans à jouer au gentil, en attendant ce moment. L'avocat s'est interposé entre nous. Ça suffit. Tout le monde est en deuil. Ce n'est pas le moment pour les accusations. Quand alors? Béatrice a essuyé son visage du revers de la main. Quand allons-nous découvrir ce que cet employé tramait? Votre père, a dit l'avocat d'une voix ferme, a laissé des instructions très claires. La lecture du testament aura lieu dans 3 jours. Toutes les parties concernées doivent être présentes. Ses yeux se sont posés sur moi une seconde de plus. Toutes. 3 jours. 3 jours pour découvrir ce que le docteur Eduardo avait essayé de me dire. 3 jours pour comprendre pourquoi il m'avait serré la main. 3 jours pour apprendre ce que signifiait « c'est pour ça que je t'ai donné ». Je suis sorti de l'hôpital seul ce soir-là. La Mercedes était sur le parking, étincelante sous les lumières artificielles. Mais je n'avais plus les clés.
Elles étaient restées avec l'avocat. Après tout, la voiture n'était pas à moi. Elle ne l'avait jamais été. J'ai pris le bus pour rentrer à Capamo Redondo, le même bus bondé que je prenais avant de travailler pour le docteur Eduardo. Les mêmes gens fatigués rentrant chez eux après des journées épuisantes. La même odeur de sueur et de fatigue. Comme si 20 ans ne s'étaient pas écoulés. Comme si je ne venais pas de tenir la main d'un milliardaire pendant qu'il mourait. Comme si des mots incomplets ne me déchiraient pas de l'intérieur. C'est pour ça que je t'ai donné. Donné quoi? J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre la vitre sale du bus. Dehors, São Paulo défilait comme toujours, indifférente, immense, inégale. Les jardins avec leurs immeubles de luxe laissant progressivement place aux maisons simples, aux rues nides de poules, à la réalité que la plupart connaissaient. Ma réalité. Et au milieu de tout ça, une question qui ne me laissait pas en paix. Qu'est-ce qu'un milliardaire mourant avait essayé de me dire? Et pourquoi, pour la première fois en 20 ans, avait-il tenu ma main? 3 jours. 72 heures depuis que sa main avait tenu la mienne pour la première fois en 20 ans. 72 heures depuis qu'il avait essayé de me dire quelque chose et que la mort l'avait interrompu au milieu de sa phrase. C'est pour ça que je... Qu'est-ce qu'il allait dire? C'est pour ça que je quoi? Ces mots inachevés m'ont tourmenté durant chaque minute de ces 3 jours, pendant que j'essayais de dormir dans mon appartement de Capano Redondo, pendant que je regardais l'uniforme de chauffeur pendu dans l'armoire, me demandant si je le porterais à nouveau un jour, pendant que je recevais des appels du cabinet d'avocats demandant ma présence à la lecture du testament. « Votre présence est obligatoire, monsieur Da Silva », avait dit la secrétaire. Maître Almeida insiste. Obligatoire. Comme si j'étais quelqu'un d'important. Comme si ma présence comptait. Et maintenant, je me tenais devant cet immeuble vitré Rua Estados Unidos, au cœur des jardins. Le même quartier où le docteur Eduardo avait vécu. Où j'avais passé 20 ans à conduire, à attendre, à être invisible. Mais aujourd'hui, je ne conduisais personne. Aujourd'hui, je portais le même uniforme usé, parce que c'était le seul vêtement présentable que j'avais. Le même pantalon noir aux plis délavés. La même chemise blanche que j'avais lavée et repassée tant de fois que le tissu était presque transparent au coude. Les mêmes chaussures noires que je cirais chaque semaine pour qu'elles brillent autant que celles des millionnaires que je transportais. La différence, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, je n'entrais pas par l'entrée de service. J'ai poussé la lourde porte en verre. L'air conditionné m'a frappé comme une vague glacée. Le sol en marbre italien reflétait les lumières du lustre en cristal au-dessus. Tout dans cet endroit criait l'argent, le pouvoir, un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Monsieur Da Silva. Une réceptionniste m'a regardé par-dessus ses lunettes de marque. Son expression était polie, mais je reconnaissais ce regard. Le même regard que je recevais depuis 20 ans. Le regard qui disait « Tu n'as rien à faire ici ». Maître Almeida vous attend, 12e étage, bureau 1200. Je suis entré dans l'ascenseur à miroir. J'ai vu mon reflet multiplié à l'infini. Marcos Henrique Da Silva. 47 ans. Ex-chauffeur. Chômeur. Qu'est-ce que je faisais là? Les portes se sont ouvertes directement sur une réception tout en nuances de gris et de noir. Bois sombre. Tableaux abstraits qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un an. Et ils étaient là. Béatrice Carvalho était assise sur un canapé en cuir italien, les jambes croisées avec une élégance calculée. Tailleur Chanel. Escarpin Louboutin. Cheveux impeccablement tirés en chignon. Elle regardait son portable avec cette expression d'ennui aristocratique que je connaissais si bien. Gustavo Carvalho faisait les 100 pas, sa Rolex en or cognant contre le poignet de sa chemise Hermès à chaque pas nerveux. Il avait toujours été anxieux, impatient, habitué à tout avoir tout de suite. Quand ils m'ont vu, le monde s'est figé une seconde. Béatrice a levé les yeux de son téléphone. Son expression est passée de l'ennui à un mélange de dégoût et de confusion. « Toi ?» Elle a craché le mot comme si c'était quelque chose d'acide. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai été convoqué. » ai-je répondu, serrant ma casquette de chauffeur entre mes mains. Maudite habitude. 20 ans à tenir cette casquette comme un bouclier. Convoqué. Gustavo a laissé échapper un rire sans joie. « Papa a dû te laisser un pourboire. 1000 réais, 5000 pour soulager sa conscience. » Béatrice est retournée à son téléphone, m'excluant de la conversation comme elle le faisait toujours. Comme si j'étais un meuble. Comme si je n'existais pas. Je me suis assis sur le canapé le plus éloigné. Ils ont continué à discuter entre eux, parlant ouvertement, comme ils le faisaient toujours quand j'étais dans les parages.
Parce que les chauffeurs ne comptent pas. Les chauffeurs n'entendent pas. Les chauffeurs n'existent pas. Tout nous revient, évidemment, disait Béatrice. 50% chacun. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais il l'a mis à jour, a rappelé Gustavo, l'anxiété claire dans sa voix. Il y a 2 semaines. L'avocate a dit qu'il l'avait mis à jour. Il a probablement ajusté un détail fiscal. Papa a toujours été méticuleux avec ces choses-là. Ou peut-être qu'il a changé le partage. Peut-être qu'il m'en a donné plus parce que tu n'as jamais... Je n'ai jamais quoi, Gustavo? Jamais dilapidé sa fortune dans les casinos? Jamais emprunté de l'argent que je n'ai jamais remboursé? Au moins, moi je lui rendais visite. Toi, tu apparaissais à peine, toujours occupé avec tes défilés de mode, tes voyages à Paris. Lui rendre visite pour demander de l'argent, ça ne compte pas comme famille Carvalho? La voix a interrompu la dispute. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris parfaitement coiffés, costume bleu marine sur mesure, serviette en cuir à la main. Docteur Enrique Almeida. Je le connaissais. J'avais conduit le docteur Eduardo à des réunions avec lui des dizaines de fois. Il a regardé Béatrice et Gustavo, puis moi. Et il a souri. Ce n'était pas le sourire poli que les avocats adressent à leurs riches clients. C'était quelque chose de différent, quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. S'il vous plaît, suivez-moi. Nous sommes entrés dans une salle de réunion avec une table en acajou qui semblait avoir été sculptée dans un arbre centenaire entier. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Sao Paulo. Je pouvais même voir l'Edificio Italia d'ici. Béatrice et Gustavo se sont assis d'un côté de la table, s'appropriant naturellement les places d'honneur. Je suis resté debout, hésitant. « Monsieur Da Silva, je vous en prie. » Le docteur Almeida a montré une chaise de l'autre côté de la table. « Asseyez-vous. » Je me suis assis. La chaise était plus confortable que tout ce sur quoi je m'étais assis de toute ma vie. Le docteur Almeida a ouvert sa serviette et en a sorti une enveloppe scellée. Épaisse, jaunie. Le genre de papier coûteux que les riches utilisent pour les choses importantes. Nous sommes réunis ici pour la lecture du testament d'Eduardo Carvalho Neto, décédé le 15 mars 2025. Sa voix avait cette formalité de quelqu'un qui a fait ça des centaines de fois. Ce testament a été mis à jour et authentifié le 1er mars, 14 jours avant son décès, en pleine possession de ses moyens, comme l'attestent 3 médecins indépendants. Gustavo s'est penché en avant. Béatrice a croisé les bras. Je tenais ma casquette sur mes genoux, essayant de respirer. Avant de poursuivre, je dois vous informer que le docteur Eduardo a également enregistré une déclaration vidéo, certifiée par notaire, expliquant ses décisions testamentaires. Cette vidéo est à disposition en cas de questionnement sur sa lucidité ou ses intentions. Questionnement? Béatrice a froncé les sourcils. Pourquoi y aurait-il un questionnement? Nous sommes les seuls héritiers. Le docteur Almeida n'a pas répondu. Il a simplement ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier en argent. Le bruit du papier déchiré a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Il a déplié le document. 4 pages. Dactylographié. Sceau doré du cabinet d'avocat. Je sous-signais. Eduardo Carvalho Neto, brésilien, veuf, entrepreneur, résident et domicilié dans la ville de São Paulo, État de São Paulo, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare par le présent acte ma dernière volonté. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Après une profonde réflexion sur ma vie, mon héritage et la véritable signification de la famille et de la loyauté, je décide ce qui suit. Gustavo tapotait des doigts sur la table. Béatrice examinait ses ongles. Je lègue la totalité de mes biens, sans exception, y compris mes sens illimités. 870 millions de réais en actifs liquides. Le manoir situé Rua Augusta, numéro 1500, dans les Jardins, évalué à 45 millions de réais. Les actions de contrôle de Carvalho Industria de Aço, d'une valeur estimée à 1,2 milliard de réais, ainsi que toutes les propriétés immobilières, véhicules, œuvres d'art et tout autre actif à mon nom. La voix du docteur Almeida continuait, mais je n'arrivais plus à assimiler les chiffres. Ils étaient trop grands, trop abstraits. Béatrice avait cessé de regarder ses ongles. Gustavo avait arrêté de tapoter sur la table. À Marcos Enrique da Silva. Silence. Complet, absolu. Comme si le monde s'était arrêté de tourner. Pardon? La voix de Béatrice sortit comme un murmure rauque. Vous avez dit? À Marcos Enrique da Silva. CPF 345. 678. 920 et 1-37. Résident au 123 rue des Palmeiras, appartement 45, Capão Redondo,
São Paulo. Mon adresse, mon CPF, mon nom, mon chauffeur particulier ces 20 dernières années, qui a prouvé être le détenteur de la forme de richesse la plus rare que j'ai rencontrée dans ma vie. La loyauté désintéressée, l'intégrité sans attente, la bonté sans public. C'est impossible. Gustavo se leva, sa chaise raclant violemment le sol. Ça ne peut pas être réel. Il a manipulé mon père. Un homme de 47 ans manipulant un mourant. Je n'ai jamais, commençai-je, mais ma voix était trop faible. Parasite, hurla Béatrice, se levant elle aussi. 20 ans à planifier ça, 20 ans à s'infiltrer, à faire semblant d'être humble, à attendre le bon moment. Il n'était pas sain d'esprit. Gustavo frappa la table de la main. Nous allons contester cela. Nous allons prouver qu'il était sénile, sous médicaments, que ce voleur a profité d'un homme malade. Le docteur Almeida resta impassible. Comme je l'ai mentionné, il existe un témoignage vidéo enregistré il y a 3 semaines, alors que le docteur Eduardo était en pleine santé, avant le déclin final. 3 médecins indépendants ont attesté de ses capacités mentales. 2 psychiatres ont confirmé l'absence de toute influence indue. Il était lucide, déterminé, et absolument certain de sa décision. « Nous allons vous poursuivre !» Béatrice se tourna vers moi, les yeux pleins de venin. « Tu vas rendre chaque centime, espèce de profiteur !» Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais plus bouger. Je n'arrivais même plus à respirer correctement. 870 millions. Le manoir, les entreprises, tout, pour moi. Il y a autre chose, continua le docteur Almeida, sa voix perçant à travers le chaos. Le docteur Eduardo a écrit une lettre personnelle pour être lue en ce moment. Avec votre permission à tous, je vais poursuivre. La permission ? Gustavo lâcha un rire amer. Quelle différence cela fait-il ? Vous avez déjà détruit notre famille. Le docteur Almeida sortit une feuille de papier différente. Pas dactylographiée, manuscrite. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. J'avais vu cette calligraphie sur des listes de courses, sur des notes que le docteur Eduardo laissait dans la voiture, sur des cartes d'anniversaire qu'il n'avait jamais fini d'envoyer. À mes enfants, Béatrice et Gustavo. Béatrice se rassit, les bras croisés, les larmes commençant déjà à couler et à brouiller son maquillage coûteux. Je vous laisse le seul héritage qui compte vraiment, même si je crains que vous ne l'acceptiez jamais, la leçon que vous avez refusé d'apprendre toute votre vie. Qu'un amour inconditionnel vaut plus que tout l'argent que j'ai amassé. Que la présence vaut plus que les présents. Qu'un homme qui n'a jamais rien demandé vaut infiniment plus que des enfants qui n'ont jamais rien offert d'autre que des factures à payer. Gustavo avait les mains sur le visage. Vous m'avez aimé sous condition. Tant que je pouvais financer vos trains de vie, vos dettes, vos ambitions futiles. Marcos m'a aimé. Non, aimer n'est pas le bon mot. Marcos m'a respecté. Il m'a servi. Il était présent au moment où vous avez choisi d'être absent. À l'enterrement de votre mère, quand Béatrice était à Paris. Le jour où j'ai découvert les malversations, quand Gustavo était à Monte-Carlo. C'était vrai, chaque mot. Il n'a jamais demandé d'augmentation. Jamais demandé de faveur. Jamais rien demandé. Et c'est exactement pour cela qu'il mérite tout. Ma vue était brouillée, des larmes, chaudes, silencieuses. Marcos, si tu écoutes ceci, je sais que tu te sens indigne, coupable, confus. Ce sont les marques d'un homme bon, un homme qui donne plus de valeur qu'il n'en mérite. J'ai passé 20 ans à t'observer, 20 ans à te tester, à ton insu, et tu n'as jamais échoué, pas une seule fois. Ma main serrait ma casquette si fort que mes doigts me faisaient mal. C'est pourquoi je te laisse tout ce que j'ai bâti. Non pas parce que tu le voulais, mais précisément parce que tu ne l'as jamais voulu. Le monde m'a appris que le seul homme qui mérite la richesse est celui qui ne la désire pas. Tu l'as prouvé chaque jour pendant 2 décennies. Je ne pouvais plus me retenir. Les larmes coulaient librement maintenant, mouillant ma casquette, perlant sur le pantalon de mon uniforme. Utilise cet argent avec sagesse. Ne te laisse pas corrompre par lui, comme mes enfants l'ont été. Rappelle-toi toujours, la loyauté est la richesse la plus rare qui existe. Et toi, mon cher ami, tu es l'homme le plus riche que j'ai connu. La salle était redevenue silencieuse. Même Béatrice avait cessé de pleurer, fixant simplement le vide. Gustavo avait les mains dans les cheveux, serrant fort, comme s'il voulait s'arracher le cuir chevelu. Et moi, j'étais figé, paralysé, coincé entre le choc, la culpabilité, l'incrédulité et quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme si on me voyait vraiment pour la première fois en 20 ans. Monsieur Da Silva,
La voix du docteur Almeida était douce à présent. Acceptez-vous l'héritage? Accepter? Comment pourrais-je accepter? Comment pourrais-je prendre l'argent d'une famille? Comment pourrais-je vivre dans le manoir où je n'étais entré que par le garage? Comment pourrais-je diriger des entreprises que je ne comprenais même pas? Je ne. Il ne peut pas accepter. Béatrice se leva de nouveau. C'est de la coercition, de la manipulation psychologique. Nous allons prouver devant la justice que... Vous ne prouverez rien. La voix du docteur Almeida était devenue d'acier. J'ai 40 pages de documentation, 3 expertises psychiatriques, une vidéo de 20 minutes où le docteur Eduardo explique chaque décision avec des détails atroces. Il a anticipé chaque argument que vous pourriez avancer. Il a préparé des contre-preuves pour chacun d'entre eux. Il nous détestait à ce point, murmura Gustavo, la voix brisée. Non. Le docteur Almeida ferma le dossier. Il vous aimait. C'est pour cela qu'il a laissé cette leçon. Il espérait qu'enfin, vous apprendriez ce qui compte vraiment. Mais je crains qu'il n'ait attendu en vain. Béatrice saisit son sac Hermès et quitta la pièce, ses talons résonnant comme des coups de feu sur le sol en marbre. Gustavo la suivit, mais s'arrêta à la porte. Il se tourna vers moi, et pour la première fois de sa vie, il me regarda. Il me regarda vraiment. Pas à travers moi. Pas autour de moi. Au fond de moi. « Tu n'as vraiment jamais rien voulu ?» demanda-t-il. Et il y avait quelque chose de presque humain dans cette voix. Je soutins son regard. « Je voulais seulement être vu, » répondis-je. La première vérité absolue que je disais en 20 ans. Il secoua la tête, comme s'il n'arrivait pas à comprendre, et sortit. La porte se referma. Le docteur Almeida et moi restâmes seuls. « Monsieur da Silva, » dit-il de nouveau, « j'ai besoin d'une réponse formelle. Acceptez-vous l'héritage laissé par Eduardo Carvalho Neto ?» Je regardais la casquette entre mes mains, le tissu élimé, l'emblème brodé, 20 ans dans cet uniforme, 20 ans invisible. Et maintenant, le docteur Eduardo m'avait vu. Il m'avait reconnu. Il avait validé chaque minute de loyauté silencieuse. Ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question d'être vu. « Oui », chuchotai-je. « J'accepte. » Le docteur Almeida sourit. Un sourire sincère. Eduardo savait que vous diriez cela. Il savait aussi que vous ne comprendriez pas immédiatement pourquoi. Il m'a donc demandé de vous donner ceci. Il sortit du dossier un DVD dans un étui en cuir. Mon nom était écrit à la main sur le devant. Regardez-le quand vous serez prêt. Rien ne presse. Je pris le DVD d'une main tremblante. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant? Le docteur Almeida commença à ranger les documents. Maintenant, vous sortez par cette porte et vous affrontez la presse qui vous attend probablement déjà en bas. Quelqu'un finit toujours par ébruiter ces choses-là. Et demain, vous viendrez à mon cabinet pour que nous commencions le transfert des actifs. La presse, le transfert des actifs, 870 millions de réaux. Mon Dieu, qu'est-ce que je venais d'accepter? Je me levai de ma chaise, les jambes flageolantes. Je rangeai la casquette dans la poche intérieure de ma veste d'uniforme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'après 20 ans, je ne pouvais pas simplement la jeter. Je marchais vers l'ascenseur comme en transe. J'appuyais sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Ce fut comme entrer dans une tempête. Des flashs d'appareils photo, des micros tendus vers mon visage, des voix hurlant des questions toutes en même temps. « Monsieur da Silva, est-il vrai que vous avez hérité de presque 1 milliard? Comment avez-vous convaincu le milliardaire? La famille va-t-elle vous poursuivre? Aviez-vous une relation secrète avec le docteur Eduardo ?» Les agents de sécurité tentèrent de contenir la foule. Les journalistes se bousculaient. Les caméras de télévision filmaient chaque seconde. Et moi, au milieu de tout cela, j'essayais simplement de respirer. Un agent de sécurité m'ouvrit le passage jusqu'à la sortie. Je poussai la porte vitrée. Dehors, il y avait encore plus de monde. Des véhicules de reportage, des photographes, des curieux qui s'étaient arrêtés dans la rue pour voir ce qui se passait. Et c'est alors que je l'ai vue. Garée devant l'immeuble, étincelante sous le soleil de São Paulo. La Mercedes classe S noire du docteur Eduardo. Le docteur Almeida apparut à mes côtés. « Les clés sont avec vous, » dit-il, en déposant le lourd trousseau dans ma main. Eduardo a laissé des instructions formelles. La voiture est à vous. Elle l'a toujours été. Elle l'avait toujours été. Je m'avançai vers la voiture comme dans un rêve. Je déverrouillai la portière. Je m'assis sur le siège conducteur pour la première fois en 20 ans. Le cuir sentait encore le neuf. Le tableau de bord numérique s'alluma. Le volant était exactement comme dans mes souvenirs. Mais cette fois,
je n'emmenais personne. Cette fois, je conduisais mon propre avenir. J'ajustais le rétroviseur. Et pendant une seule seconde impossible, j'aurais juré avoir vu le docteur Eduardo assis sur la banquette arrière, avec ce regard bien à lui. Ce regard que je comprenais enfin désormais. Il m'avait vu. Pendant tout ce temps. Il m'avait toujours vu. Je mis le contact. Un vrombissement doux, puissant, familier. Et je m'éloignais de cette foule, de cet immeuble, de cette ancienne vie. Je conduisis vers quelque chose que je ne parvenais pas encore à saisir. Mais pour la première fois en 47 ans, Marcos Henrique da Silva n'était plus invisible. Et cela, je m'en rendis compte alors que les larmes recommençaient à couler, était le véritable héritage que le docteur Eduardo m'avait laissé. Pas les millions, pas le manoir, mais la certitude que j'avais compté, que j'avais été vu, que 20 ans de loyauté silencieuse n'avaient pas été vains. Le trafic de São Paulo s'ouvrait devant moi, et pour la première fois de ma vie, je ne savais pas où j'allais. Mais enfin, j'écrivais ma propre histoire, ou du moins, c'est ce que j'essayais de me persuader pendant les 3 semaines qui suivirent. Car la vérité, c'est que piloter sa propre vie est bien plus terrifiant que de suivre les ordres d'un passager assis à l'arrière. Les journaux m'appelaient « le chauffeur milliardaire ». Les magazines affichaient dans ma photo avec des titres sensationnalistes. Du volant à l'Empire, l'héritage le plus controversé du Brésil. Des paparazzi campèrent devant la porte de mon petit appartement de Capão Redondo, attendant le moment où j'emménagerais dans le manoir des Jardins. Mais je n'ai pas déménagé. Béatrice et Gustavo ont intenté 3 procès différents. Ils alléguaient une incapacité mentale temporaire de leur père, une manipulation de personnes âgées et vulnérables, une coercition psychologique durant 20 ans de cohabitation forcée. Leurs avocats étaient agressifs, chers, implacables. Ils parlèrent de moi comme si j'étais un prédateur ayant attendu 2 décennies le moment parfait pour attaquer. Chaque accusation était un coup de poignard, parce qu'une partie de moi était d'accord avec eux. Qui étais-je pour recevoir 870 millions de réais? Un homme qui avait à peine fini le lycée. Un chauffeur qui gagnait 3500 réais par mois. Un père qui avait honte de dire à son fils où il travaillait, parce que chauffeur privé, ça sonnait comme domestique, d'une manière qui faisait mal. La nuit, je regardais le plafond de ma chambre et je voyais le visage du docteur Eduardo. J'entendais sa voix dire « Racontez-leur que vous étiez plus qu'un chauffeur ». Et je pensais « Mais ce n'est pas le cas, monsieur. J'étais exactement cela. Un chauffeur. Rien de plus. Toutes les demandes ont été rejetées en première instance. L'avocat du docteur Eduardo, Maître Mendes, avait préparé une défense que ni Béatrice ni Gustavo ne pourraient démonter. Il y avait la vidéo enregistrée 3 mois avant sa mort, avec le docteur Eduardo en pleine lucidité, déclarant ses raisons. Il y avait des expertises psychiatriques prouvant sa capacité mentale. Il y avait des témoins attestant qu'il n'avait jamais été sous coercition. Et il y avait la lettre. Maître Mendes m'en a remis une copie par un mercredi après-midi pluvieux. Nous étions dans son bureau, un endroit de bois sombre et de silence solennel qui me faisait me sentir tout petit. « Marcos », dit-il en poussant l'enveloppe scellée sur la table. « Eduardo a demandé que je vous remette ceci personnellement, pas lors de la lecture du testament. Après, quand vous seriez seul avec vos doutes. » Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était son écriture. Tremblante ces derniers mois, mais indéniablement la sienne. Marcos, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez déjà essayé de tout me rendre. Je vous connais trop bien pour ne pas le savoir. Vous êtes assis quelque part, demandant à Dieu si vous méritez ce que je vous ai donné. Laissez-moi répondre pour lui. Vous ne le méritez pas. Personne ne le mérite. Le mérite est une invention de gens qui veulent justifier leurs propres avantages. Vous ne méritez pas cette fortune, Marcos. Vous méritez bien plus. Vous méritez 20 ans de votre vie en retour. 20 ans où vous avez entendu mes secrets sans jamais les utiliser contre moi. 20 ans où vous m'avez vu pleurer et avez fait semblant de rien pour préserver ma dignité. 20 ans où vous auriez pu me demander n'importe quoi et ne l'avez jamais fait. Mes enfants m'aimaient pour ce que je pouvais leur donner. Vous m'avez respecté pour ce que j'étais. C'est la différence entre le mérite et la valeur. Et si vous pensez que je suis fou, que cet argent va vous détruire, alors utilisez-le pour faire ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Aider les gens que le monde a décidé d'ignorer. Soyez visible, Marcos, et aidez les autres à être vus aussi. Ce n'est pas ma fortune. Ça ne l'a jamais été. Ce n'est que de l'argent. Le véritable héritage que je vous laisse est ceci. Vous comptez.
Vous avez toujours compté, Eduardo. J'ai pleuré dans ce bureau comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon père. Maître Mendes m'a offert un mouchoir et a quitté discrètement la pièce. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis arrêté au cimetière. Je n'avais pas visité la tombe du docteur Eduardo depuis l'enterrement. J'avais peur. Peur de ce que je ressentirais. Peur du silence qu'il ne pourrait pas combler par des mots d'approbation. La pierre tombale était simple. Il avait laissé des instructions claires. Pas de marbre importé, pas d'ange en bronze. Juste son nom, les dates et une phrase. La loyauté est la richesse la plus rare que j'ai trouvée. Je me suis agenouillé dans l'herbe mouillée. « Monsieur, ai-je commencé, ma voix sortant rauque. Je ne sais pas si je mérite ça. Je ne sais pas si vous étiez. Si vous avez vraiment bien réfléchi. Je suis juste un chauffeur. » Le vent froid de juin soufflait entre les cyprès. Je vous ai conduit pendant 20 ans. Je vous ai vu bâtir des empires. Je vous ai vu perdre Donna Elena. Je vous ai vu regarder vos enfants vous déchirer le cœur morceau par morceau. Et tout ce que j'ai fait, c'était conduire, rester silencieux, ne rien demander. Ma voix s'est brisée. Ça ne vaut pas 870 millions de réais, monsieur. Ça ne vaut rien. Mais en parlant, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu du jour où Gustavo a été arrêté pour détournement de fonds de l'entreprise. Le docteur Eduardo avait pleuré sur la banquette arrière, et quand nous sommes arrivés au manoir, il n'est pas sorti de la voiture. Il est resté là, le visage dans ses mains, sanglotant. J'ai coupé le moteur, j'ai attendu. Après 20 minutes, il a dit, sans me regarder. « Vous avez un fils, Marcos ?»« Oui, monsieur, Lucas, 11 ans. Il vous respecte ?»« Je crois que oui, monsieur. Alors vous êtes plus riche que moi. À l'époque, je pensais qu'il ne faisait que se confier. Maintenant, je comprenais. Il ne me laissait pas de l'argent. Il me laissait une validation. La preuve concrète, enregistrée chez le notaire et attestée par le système juridique brésilien, que je n'étais pas invisible, que je comptais. Que 20 ans de loyauté silencieuse avaient plus de valeur que le sang, le nom de famille ou l'ambition. Et ça, j'ai réalisé là, agenouillé dans l'herbe mouillée, ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de toutes les personnes que le monde décide d'ignorer. Je me suis relevé. J'ai épousseté mes genoux. J'ai regardé la pierre tombale. Je vais accepter, monsieur, mais pas de la façon dont Béatrice et Gustavo le pensent. Je vais faire ce que vous avez suggéré. Je vais aider les invisibles. L'idée était née cet après-midi-là avec Maître Mendes. Mais maintenant, elle prenait une forme concrète. Une fondation. Pas n'importe quelle fondation, de celle qui n'existe que sur le papier pour réduire les impôts. Une vraie fondation. Avec des bourses d'études complètes pour les enfants de travailleurs domestiques, de chauffeurs, de concierges, de vigiles. Pour les enfants dont le monde fait semblant que les parents n'existent pas. Et je savais exactement comment l'appeler. Fondation Héritage Eduardo. Car son véritable héritage, ce n'était pas les aciéries, les investissements, l'immobilier. C'était la leçon qu'il avait mis toute une vie à apprendre et qu'il m'a enseignée dans son dernier soupir. La loyauté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. 3 mois après la lecture du testament, la fondation était enregistrée. 5% de la fortune lui serait destinée annuellement. Cela représentait plus de 40 millions de réaux par an pour des bourses, des programmes de mentorat et de formation professionnelle. Les journaux ont changé de ton. Ils m'appelaient désormais le chauffeur philanthrope. Béatrice et Gustavo ont retiré les procès restants, réalisant que la bataille juridique ne faisait que les rendre encore plus avides aux yeux de l'opinion publique. Je n'avais pas encore emménagé dans le manoir. Je ne savais pas si je le ferais un jour, mais j'avais recommencé à conduire la Mercedes. Pas pour travailler, juste pour me souvenir. Un samedi matin, 3 mois et demi après la mort du docteur Eduardo, je me suis assis sur le siège conducteur. J'ai réglé le rétroviseur. J'ai démarré le moteur. Ce ronronnement doux et puissant qui avait été la bande-son de 20 ans de ma vie. J'ai regardé la banquette arrière. Vide. Mais pas complètement. Car l'espace d'un instant, juste un instant, j'ai vu le docteur Eduardo se refléter dans le rétroviseur, assis dans sa position habituelle, avec le costume gris qu'il portait pour les réunions importantes, les mains croisées sur les genoux. Mais cette fois, il souriait. Un petit sourire, presque timide. Et il a fait un geste qu'il n'avait jamais fait en 20 ans.
Il a hoché la tête. Une approbation silencieuse. Mes mains ont serré le volant. « Merci de m'avoir vu, monsieur. » ai-je chuchoté. Quand j'ai cligné des yeux, le reflet a disparu. La banquette arrière était à nouveau vide. Juste du cuir noir et du silence. Mais je savais ce que j'avais vu. Et je savais ce que cela signifiait. J'ai desserré le frein à main. J'ai passé la vitesse. J'ai commencé à conduire. Je n'avais pas de destination précise. Pas de passager attendant des instructions. Pas d'itinéraire prédéterminé. Mais j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. J'avais le choix. Et tandis que la Mercedes glissait dans les rues de São Paulo, avec le soleil du matin peignant la ville en or, j'ai réalisé que le docteur Eduardo m'avait donné bien plus que de l'argent. Il m'avait donné la permission. La permission d'exister en dehors du siège avant. La permission d'occuper de l'espace. La permission de croire que ma vie comptait, non pas parce que je servais quelqu'un d'important, mais parce que j'étais important. J'ai conduit jusqu'à la marginale Pinheiros. La circulation était fluide. La ville respirait ce rythme paresseux de fin de semaine, quand même São Paulo ralentit. Je suis passé par le pont à Oubens, par l'avenue où le docteur Eduardo avait ses bureaux, par les endroits où nous avions été ensemble des centaines de fois, lui sur la banquette arrière passant des appels importants, moi sur le siège avant n'étant personne. Mais maintenant, j'étais quelqu'un. Pas parce que j'avais 870 millions de réaux. L'argent ne transforme pas les invisibles en visibles. Le système change simplement la façon dont il vous ignore. J'étais quelqu'un parce que j'y croyais enfin. Parce que le docteur Eduardo avait utilisé sa dernière volonté, sa dernière déclaration au monde, pour hurler une vérité que je n'avais jamais eu le courage de chuchoter. Marcos Henrique da Silva compte. Le chauffeur compte. L'homme qui a tenu le volant pendant 20 ans compte autant que l'homme assis sur la banquette arrière. J'ai arrêté la voiture sur l'une des rives du Rio Pinheiros. J'ai coupé le moteur. Je suis resté là, à écouter la ville se réveiller autour de moi. Dans la boîte à gants, il y avait toujours ma casquette de chauffeur. L'uniforme complet était pendu dans l'appartement, lavé et repassé, comme je l'ai toujours fait. Je n'allais pas m'en débarrasser. Il faisait partie de mon histoire. 20 ans ne s'effacent pas avec un héritage, mais il ne me définissait plus non plus. J'ai pris mon portable. J'ai appelé Lucas, mon fils. « Papa ?» Il a répondu, la voix ensommeillée. « Bonjour fils, désolé de te réveiller si tôt. »« Pas grave, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai pris une grande inspiration. « Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu as honte de moi ?» Silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, ferme. « C'est quoi cette question, papa ?» Bien sûr que non. Même quand j'étais chauffeur? Même quand tes amis demandaient ce que je faisais? Papa. Il a marqué une pause. Tu as toujours été la personne la plus honorable que je connaisse. Même quand je ne comprenais pas bien ce que tu faisais, je le savais. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. Mes yeux me brûlaient. Tu m'as appris qu'un travail digne, c'est tout travail accompli avec dignité, a continué Lucas. Tu te souviens? Tu m'as dit ça quand j'avais environ 8 ans. Je ne me souvenais pas avoir dit ça. Mais c'était exactement le genre de chose en laquelle je croyais. Je t'aime, fils. Moi aussi je t'aime, papa. Maintenant, laisse-moi dormir. Allez. Il a raccroché. J'ai ri. Un rire humide, mêlé de larmes. J'ai redémarré le moteur. J'ai réglé le rétroviseur une dernière fois. Je n'ai pas vu le docteur Eduardo cette fois. Mais j'ai vu mon propre reflet. Un homme de 47 ans. Les cheveux grisonnants. Les mains calleuses. Des yeux qui avaient vu 2 décennies de la vie d'autrui et qui, maintenant, regardaient enfin la leur. J'ai remis la voiture en mouvement. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être à l'appartement. Peut-être au manoir de jardin qui m'appartenait désormais. Peut-être nulle part, juste conduire. Sentir le volant sous mes mains et la liberté de ne pas avoir d'itinéraire défini. Mais je savais une chose. Pour la première fois en 47 ans, je ne conduisais pas la vie de quelqu'un d'autre. Je conduisais la mienne. Et le docteur Eduardo Carvalho Neto, où qu'il soit, souriait. Car la loyauté, ce n'est pas une dévotion aveugle. C'est le respect mutuel entre 2 êtres humains qui ont décidé de se voir, même quand le monde entier insiste pour garder l'un d'eux invisible. Il m'a vu, et maintenant, enfin, je me voyais aussi. La Mercedes accéléra doucement sur la voie rapide. Le soleil se levait sur São Paulo. Et Marcos Henrique da Silva, le chauffeur devenu héritier, l'invisible devenu indéniable, conduisait vers un avenir qu'il choisirait lui-même.
Sans passager, sans ordre. Juste un homme et la route. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus que suffisant. C'était tout.